Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission sur Bismart for Change. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié aux actualités du marché immobilier. Pour cela, nous vous proposons de revisionner une interview de Guillaume Martineau, le président d'Orpi, qui répondait aux questions de Nicolas Pagnès il y a quelques semaines sur ce plateau et nous faisions un point sur le marché immobilier au premier trimestre de 2025. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'or, cet actif refuge qui ne cesse de monter et de toucher de nouveaux sommets. Nous nous demanderons quelle approche faut-il adopter lorsque l'on veut investir sur l'or, quelles opportunités se dégagent aujourd'hui avec François Delassus, consultant pour Or en Cash, et avec Régis Yancovici, président et fondateur de luxavie.fr. Enfin, dans l'œil de l'expert, nous recevrons Pierre Marant, cofondateur et CEO de Rockfi, qui nous expliquera le renouveau de la gestion privée. Bienvenue à tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière dans Smart Patrimoine. Il y a quelques semaines, nous avons tenté de comprendre quelle est la tendance sur le marché immobilier en ce début d'année, au premier trimestre de 2025. Pour en parler, Guillaume Martineau, le président d'Orpi, était sur ce plateau et répondait aux questions de Nicolas Pagnès. Regardez. Alors, resolidifier, je ne sais pas, mais tout à fait, on constate la reprise. On craignait, en fait, en fin d'année que ça soit un feu de paille. En fait, non, ça se consolide. On a plus 11% de compromis en plus depuis ce début d'année chez Orpi. D'accord. Donc, c'est quand même un signe encourageant, parce qu'on voit quand même qu'on est dans un contexte politique, économique, géopolitique qui est extrêmement lourd. Bien sûr. Donc, il y a une forme de résilience du marché immobilier. Et le printemps, pour une fois, n'a jamais aussi bien porté les valeurs qu'il porte. C'est-à-dire on sent que ça repart. C'est pas complètement... Enfin, on est sûr de rien, en fait. D'accord, oui. Mais je crois que personne n'est sûr de quoi que ce soit en ce moment. Sur quels que soient les sujets, d'ailleurs. Mais on s'accroche à ce qu'il y a et la morale est meilleure. On a plus de compromis. Nos mandats restent moins longtemps en stock. On rouvre des agences. On a ouvert d'autres branches. Donc, non, franchement, c'est mieux. Il faut surtout maintenir les prix. Éviter qu'il y ait un emballement, parce que vous savez que sur le marché immobilier, dès qu'on entend que c'est reparti, bien sûr, bien, tout le monde se met à dire ça y est, c'est fini, il n'y a plus de crise, alors on repart. Et donc on augmente les prix. Voilà. Donc, et là, vous constatez justement au niveau national, au global, que les prix commencent à se tasser, par exemple. On arrive à stabiliser les niveaux de prix. Oui, alors ce qu'on constate surtout, c'est que ça reste très disparate. Il y a des endroits où les prix, où les compromis sont à la hausse, d'autres à la baisse, parce qu'en fait, il n'y a pas d'uniformité du marché immobilier. Ça, je crois que c'est la grande leçon qu'on retient de ces dernières années. Avant, quand Paris repartait, alors tout le marché repartait un peu plus tard. Quand Paris s'enrhumait, c'était l'inverse. Et en fait, maintenant, il y a des marchés immobiliers, plus que jamais. Mais globalement, l'effet de 2024, avec la fin d'année où on a réussi à stabiliser, les prix ont baissé. Alors, on a réussi à beaucoup d'endroits à faire repartir le marché. Ce qui est intéressant dans l'étude d'Orpi sur le sujet, justement, c'est que Paris repart à l'heure actuelle, des villes comme Toulouse aussi, où il y a un bassin d'emploi assez conséquent, mais on voit des villes pourtant intéressantes, justement, pour des citadins qui veulent aller, et notamment des Parisiens qui veulent créer une vie ailleurs, comme Lyon ou Marseille, qui ont du mal, elles, à repartir, comme si potentiellement le post-Covid, on avait eu une vague d'arrivée qui avait fait augmenter les prix, et puis finalement, une fois qu'ils ont redescendu, ils ont du mal à repartir un petit peu. Oui, parce qu'il n'y a pas de maturité du marché à cet endroit-là. C'est-à-dire que les vendeurs n'ont pas encore pris complètement conscience. Vous parliez de Lyon, de Marseille, Montpellier aussi, où en fait il y a une envolée des prix. Et puis tout le monde pense que ça continue. Et en fait, il faut faire les efforts nécessaires. Et l'effort nécessaire, c'est de prendre conscience que le pouvoir d'achat des Français ne suit pas. Les taux d'intérêt ont baissé. Bien sûr. On reste quand même très circonspect avec ce qui peut se passer aux États-Unis. La BCE, enfin tout ça, tout joue. Donc il faut que les vendeurs soient quand même extrêmement vigilants et pas penser que ça y est, tout est arrêté. Donc les marchés où les gens ont fait des efforts, on constate une reprise, et les marchés où c'est pas fait, alors c'est encore un peu plus lent. Si
Si on parle psychologie des acheteurs ou des investisseurs, on est effectivement dans un contexte économique où on a de moins en moins de certitudes quand même en matière d'investissement. Oui. Et l'immobilier a toujours eu quand même une place particulière dans les choix d'investissement des Français, du fait que c'est de la pierre, c'est du physique, c'est du réel, et ça peut avoir aussi un rôle de valeur refuge. Aujourd'hui, les acquéreurs, vous les sentez dans quelle dynamique ? Plutôt dans la dynamique de l'incertitude vis-à-vis de ce qui pourrait toucher les marchés et donc le marché immobilier, ou au contraire cette envie peut-être d'aller vers la pierre parce que ça rassure quelque part, comme ça a été souvent le cas en France? Alors ça dépend du type d'investisseur. On constate un retour des primo-accédants. Donc ça, c'est-à-dire que des jeunes ou des gens qui rentrent sur le marché immobilier, qui eux finalement se posent moins de questions parce qu'il faut se loger. Bien sûr. Donc, et qui eux n'étaient plus là depuis quelques années, voilà. ou en tout cas beaucoup moins là, et c'est ceux qui amènent de la dynamique sur le marché. Tout à fait, là on a plus 30% de primo-accédants, donc on voit bien qu'il y a une reprise sur ce marché-là. Sur le marché des investisseurs, effectivement, c'est le programme de la machine à laver, et là vous êtes en essorage, défroissage en permanence, parce que là vous ne savez plus à quel sein vous vouez, parce que les lois changent, la fiscalité change sans arrêt, les gens qui sont sur des marchés ou qui travaillent sur des marchés à l'export savent que leurs entreprises risquent d'avoir des soubresauts avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc en fait, tout le monde attend, regarde ce qui se passe, donc il n'y a pas vraiment de certitude. C'est vrai que c'est une valeur refuge, mais il faut pour ça avoir aussi une forme de confiance dans ce qui va se passer dans l'avenir. Et il y a toujours cette incertitude, déjà en France, sur ce qui peut se passer. Donc on a un marché... Mais je voudrais quand même tout de même garder en fait un côté positif, parce que quand ça ne va pas, je vous le dis aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce début d'année laisse penser qu'il y a une reprise. D'accord. Il faut juste l'accompagner en douceur, pas laisser les gens s'emballer, pas non plus laisser croire aux acquéreurs que ça y est, les prix vont encore baisser. Donc en fait, il faut faire preuve de pédagogie beaucoup. Plus 30%, vous dites, de primo-accédants qui sont revenus sur ce marché. Ça veut dire que début 2025, on peut acheter son premier appartement ou sa première maison, là où il y a quelques mois encore, c'était plus compliqué. C'était difficile, oui, mais je pense qu'il faut que les gens prennent conscience. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont baissé un peu aussi, donc ça joue. Les gens aussi, les vendeurs sont plus réceptifs. Vous avez tout le phénomène des passoires énergétiques aussi, dont on comprend vraiment maintenant que certaines choses ne peuvent plus se vendre au même prix qu'avant. D'accord. Donc des efforts sont faits aussi de ce côté-là. D'accord. Ah oui, donc on achète des passoires énergétiques parce qu'il y a une décote, par exemple, où il y a plus de négociations, c'est ça? Pour certains primo-accédants, ils se lancent en se disant, voilà, je vais acheter ça, il y a des travaux à faire, mais je vais les faire, ou je peux les faire, ou je peux les financer, parce qu'il y a eu des réformes fiscales là-dessus. Donc c'est plus un frein. Voilà. Et ça, c'est aussi un moyen pour faire comprendre aux vendeurs que quand vous êtes classé en G ou F, eh bien, il faut faire attention. Il faut baisser le prix. Il faut ou faire les travaux. Faire les travaux, mais la plupart du temps, les vendeurs ne veulent pas le faire. Bien sûr. En tout cas, il y a une forme aussi de compréhension un peu plus évidente que ça ne l'était le cas il y a ces 2 dernières années. Si on essaye de se projeter sur la suite, alors vous l'avez dit, on n'a aucune certitude, mais on a vu quand même une fin d'année 2024 où le marché immobilier se reprenait, c'est confirmé au moins sur les 3 premiers mois de l'année 2025. Est-ce qu'on s'attend à une année un peu plus optimiste, un peu plus positive que 2024 en 2025, Guillaume Martineau? C'est très difficile parce que vous voyez, on pressent qu'il peut y avoir encore une dissolution qui nous pend au nez, donc ça peut avoir des incidences. Et pourtant, la dernière n'a pas eu d'incidence sur le plan économique et sur le plan du marché. Donc, bien sûr. Mais on se rend bien compte que les Français sont inquiets. Donc c'est difficile de prédire l'avenir encore plus que d'habitude. Mais on peut quand même se dire qu'il y a cette envie d'acheter. Vous parliez de valeur refuge, donc on n'achète pas pour spéculer, là. Bien sûr. On achète vraiment pour se loger. D'accord. Il y a toujours aussi peu de biens à acheter si on veut faire de l'investissement locatif, donc il y a un marché plus restreint là-dessus aussi. Donc je pense que les gens en ont envie de se lancer. En tout cas, le fait de penser que ça allait continuer à s'écrouler, c'est fini. On l'a dit, on avait dit qu'il n'y aurait pas le même phénomène qu'en 2008. Donc... chacun commence à se rendre compte qu'en faisant un peu d'effort, en baissant un peu, on peut réattirer du monde et puis les acquéreurs peuvent se lancer. Donc ça se joue vraiment en fait quartier par quartier ou ville par ville. Ville par ville. En fait, chaque professionnel doit être bien conscient d'une chose, c'est que si on laisse s'envoler les prix et si on ne fait pas assez de pédagogie pour expliquer aux vendeurs pourquoi il faut faire attention, alors le marché partira pas. Et vous faisiez allusion à certaines villes. Et à contrario, quand les professionnels locaux font bien leur boulot, alors les vendeurs le comprennent. Et on l'a vu à Paris qui avait souffert quand même depuis 3-4 ans. Donc c'est aussi un bon signal. Et voilà, c'était Guillaume Martineau qui répondait aux questions de Nicolas Pagnès. On se posait la question de savoir quel bilan du premier trimestre sur le marché immobilier en ce début d'année, sur la reprise du marché immobilier. Merci de l'avoir regardé et puis on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine dédié aujourd'hui au cours de l'or, l'or qui ne cesse d'inscrire de nouveaux records cette année, avec une once qui a dépassé il y a peu les 3500 $. Nous sommes ravis de recevoir pour en parler François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour. Bonjour. Et Régis Yankovici, président et fondateur de luxavis.fr. Bonjour. Alors, l'or touche de nouveau plus haut. Quels sont, François Delassus, peut-être pour commencer, les moteurs à la hausse et à la baisse pour le cours de l'or? Voilà, alors il y a plusieurs moteurs qui interagissent ensemble. En ce qui concerne, ce n'est pas tellement l'offre et la demande de l'or qui comptent que l'évolution éventuellement des tensions géopolitiques, des incertitudes économiques, également de la demande des banques centrales qui jouent un rôle très important parce qu'elles sont acheteuses d'or depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est des plus, et un autre élément qui peut jouer aussi, c'est les environnements de taux. Alors, généralement, lorsque les taux sont bas, c'est un environnement plus favorable pour l'or. Lorsque les taux sont hauts, c'est moins favorable, mais en même temps, lorsque les taux sont hauts, ça signifie de l'inflation, et l'or est historiquement un protecteur contre l'inflation. Donc en ce moment, pour expliquer les hausses récentes, il y a des éléments très importants que je viens d'oublier de noter. C'est également l'attitude du président américain Donald Trump avec sa guerre commerciale tous azimuts qui crée forcément une angoisse, une incertitude des marchés, qui a fait plonger les bourses qui sont depuis un peu remontées. Mais voilà plus un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la baisse du dollar. Et comme l'or est coté en dollars, il est évident que lorsque le dollar baisse, l'or a tendance à monter. Ce n'est pas toujours le cas, mais en ce moment, c'est un élément très important. C'est pour ça, lorsqu'on parle aux investisseurs, il faut qu'ils regardent à la fois le cours en dollars et le cours en euros. Par exemple, depuis maintenant le début de l'année, le cours en dollars, il a gagné 25%. En euros, il a gagné que 13%. C'est pas mal. Mais donc, c'est important pour des investisseurs français qui achètent en euros. On va revenir plus en détail dans la suite de notre discussion sur les banques centrales, sur les tensions géopolitiques, etc. Mais Régis Yankovici, juste avant, donc on le disait, l'or a dépassé 3500 $ l'once, plus de 20 records battus. Pas longtemps. Quelques instants. Oui, d'ailleurs ce matin, l'or à 3400 $ à peu près, plus de 20 records battus depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous pensez que ça signifie de la peur un peu sur les marchés? Pour moi, effectivement, vous avez fait un panorama très large. Il y a peut-être deux éléments que j'ai envie de tirer de ce panorama. C'est effectivement le comportement des banques centrales qui, depuis la guerre en Ukraine, ont accéléré leur rythme d'achat d'or. Il faut se souvenir que pendant très 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 longtemps, à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000, les banques centrales étaient vraiment vendeuses structurellement d'or. Et aujourd'hui, l'or représente à peu près 13% des avoirs des banques centrales. Aujourd'hui, on est à... aujourd'hui on est à 13%, on était à l'époque à 30%. D'accord. Donc ça laisse une marge de progression très importante. La deuxième chose, c'est effectivement le comportement de la Banque centrale, où dès lors que le marché, monsieur marché, a commencé à sentir une inflexion de la politique monétaire et un début de cycle de baisse des taux, parce que la baisse des taux, elle a été annoncée plus d'un an en avance. Et puis, comme les chiffres d'inflation ont été un peu tendus entre-temps, Powell a longuement hésité. Et aujourd'hui, on est rentré dans un cycle de baisse des taux qui doit être fondamentalement favorable à l'or. Alors, sur les aspects géopolitiques, j'ai un peu de mal à me positionner. Je serais un peu moins tranché parce que on s'aperçoit que, d'abord, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Donc, à partir de quel moment on dit il vaut mieux alléger l'or parce que la géopolitique irait mieux, on ne sait pas trop. Mais effectivement, par exemple, le pic dans les années, la fin des années 70, s'est fait au moment de l'invasion de l'URSS, par l'URSS de l'Afghanistan. Donc vraiment un summum géopolitique. Donc c'est assez difficile à positionner. Si je pouvais rajouter des éléments, c'est qu'il y a, si vous regardez, quand on dit tension géopolitique, vous avez vu en février 2022, au moment où la Russie envahit l'Ukraine, il y a eu une accélération du cours de l'or. Donc la tension géopolitique joue. Lorsqu'il y a eu également au Moyen-Orient, entre la Hamas et Israël, la guerre qui est rentrée, le cours de l'or a augmenté. C'est un élément d'incertitude. Ensuite, il ne faut jamais oublier, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, les tensions entre la Chine et Taïwan, c'est des éléments. Donc les tensions géopolitiques, il y a un autre indicateur qui est très intéressant à regarder. C'est aussi le risque. Les gens pensent, les marchés qui sont incertains, les tensions géopolitiques, si vous voulez, ça renforce la valeur refuge. Et donc ça renforce son statut de valeur refuge. Exactement. En même temps,
ce qui est très important, et si vous voulez, on parlera des banques centrales et pourquoi les banques centrales achètent de l'or. Il y a également un autre élément très important dans une situation moins tendue sur le plan géopolitique, c'est le rôle de l'or comme actif de diversification. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas corrélé, voire négativement corrélé avec les marchés financiers. Donc c'est un rôle d'amortisseur de portefeuille très intéressant, et je pense que mon voisin peut en reconnaître. Alors en fait, sur l'aspect géopolitique, la guerre en Ukraine a déclenché une modification fondamentale du comportement des banques centrales. Ce n'était pas la crainte géopolitique en tant que telle, parce que par exemple, quand l'Iran bombarde Israël, on peut se dire que c'est vraiment l'embrasement absolu du Moyen-Orient. L'or n'a pas bougé du tout à cette époque-là. Donc voilà, donc c'est un élément, à mon avis, qui est difficilement exploitable, moi, en tant qu'allocataire d'actifs, que j'utilise pas dans mes pondérations en or, par exemple. Donc revenons aux banques centrales, François Delassus ou Régis Jancovici, comme vous voulez. Alors les banques centrales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles, depuis 2009, sont acheteuses d'or. Et pourquoi ? Alors elles sont acheteuses d'or parce que vous rappelez qu'avant 2009, il y avait des banques centrales qui vendaient leur or. Ils vendaient leur or de façon totalement, si vous voulez, intempestive et sans concertation. L'exemple le même, c'est la Banque centrale d'Angleterre qui avait vendu son or aux enchères et qui a fait baisser les cours et qui a créé une incertitude sur le marché de l'or importante. Depuis, il y a eu ces accords de la Banque centrale, l'accord de Washington, qui a fait qu'elles ont organisé leur vente d'or. Et ce qui s'est passé avec les subprimes, c'est au lieu de vendre, elles sont celles qui avaient de l'or, en particulier les banques centrales des pays occidentaux comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Allemagne n'ont pas vendu, ont arrêté de vendre leur or. En revanche, toutes les banques des pays émergents ont décidé d'augmenter leur allocation en or. En particulier, les banques des pays asiatiques, la banque de Chine. Et donc, il y a eu ce mouvement qui est entraîné. Et maintenant, on a, depuis 3 ans, un record d'achat d'or par les banques centrales. Elles achètent plus de 1000 tonnes par an. Au début de ce premier trimestre, elles ont acheté un peu moins, mais elles sont quand même à plus de 250 tonnes. Ça vient d'être publié, 241, etc. Et elles sont... Alors, évidemment, les banques centrales ne sont pas non plus complètement stupides. Elles regardent le prix. Le prix est élevé. Elles ne vont pas non plus acheter à un prix extrêmement fort. Elles ont le temps. Parce que on sait que le cours de l'or, si vous voulez, il est sur une tendance haussière à long terme. Mais on n'est pas à l'abri, et on l'a vu, de corrections à la baisse, de fluctuations. Et donc, les banques centrales agissent aussi en cette manière-là. Si on se place du point de vue de l'investisseur particulier, par exemple, Régis Jancovici, quand l'or touche des plus hauts comme ça, quelle approche ? Est-ce qu'il vaut mieux vendre ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter ? Vous avez donné la réponse dans votre question préalable, c'est-à-dire que des records sur l'or depuis le début de l'année, il y en a déjà eu beaucoup. Alors, est-ce que c'est un signal d'alarme comme quoi il ne faut plus acheter ou il faudrait même vendre ? Je ne crois pas. Je pense qu'on s'adresse à des investisseurs de moyen et long terme, et que ce n'est pas le genre de considération qu'il faut prendre en compte. D'autant plus qu'il y a un nouvel acteur sur le marché de l'or, c'est le particulier chinois, qui a acheté beaucoup l'année dernière, qui continue d'acheter. On voit l'engouement pour les ETF aurifères, qui est très récent, qui date du premier trimestre 2025. Et les Chinois pèsent énormément. Et le comportement de l'investisseur chinois, il est éminemment momentum. Pourquoi forcément l'investisseur chinois, du coup ? Parce que les autres opportunités qui sont offertes à lui ne sont pas forcément très excitantes. On voit le marché boursier chinois n'est pas très florissant, l'immobilier est au tapis. Donc les alternatives sont assez limitées. Et donc il achète de l'or, et il achète de l'or aussi parce que ça monte. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'attendre à une hausse structurelle de la volatilité de l'or. Il y aura des replis plus marqués et des accélérations haussières beaucoup plus marquées que par le passé. Exactement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Et c'est ce qu'on a ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 20, depuis au premier trimestre, l'or a battu 20 records, 20 sommets différents. Et il est clair que le fait que l'or soit tellement aussi au niveau des médias, fait qu'un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui ont voulu se positionner pour acheter en se disant il y a une tendance haussière, je me positionne à l'achat. Donc il y a eu beaucoup d'achats au premier trimestre, sachant que dans certains pays, les gens sont plus ce qu'on appelle price sensitive, ils vont acheter plutôt à la baisse. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, les investisseurs ont beaucoup acheté, puisque si vous regardez l'or pièce et monnaie, en termes de physique, il est à plus de 300 tonnes.
les ETF qui a été cité par mon voisin ont très bien marché au premier trimestre. Donc on a véritablement aujourd'hui une accélération des acheteurs. Pour autant, ceux qui ont acquis beaucoup d'or peuvent se poser la question aussi pour tirer des profits. Donc on va avoir ceux qui détiennent de l'or aujourd'hui se disent la tendance est toujours haussière. On a un élément qu'on a oublié de citer, qui fait très peur quand même aux investisseurs et aux banques centrales. C'est les dettes abyssales des États. Et donc les gens ne sont pas complètement... Parce qu'on en parle. Les dettes, c'est un sujet qu'on avait mis sous le tapis et maintenant ça ressort. Donc les banques centrales achètent de l'or pour ça. Les particuliers s'inquiètent aussi sur la valeur de la monnaie. Et puis il ne faut jamais oublier, dans un climat d'incertitude, ce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est que l'or physique d'investissement n'a pas de risque de défaut. Pas de risque émetteur. C'est un élément ultime. Et contrairement à tout ce qui est papier. Donc ça veut dire que dans un portefeuille, c'est très bien d'avoir des actifs risqués, c'est très bien de prendre des actions, parce qu'on sait que sur le long terme, les actions sont très performantes, mais l'or qui s'apprécie également sur le long terme offre la possibilité à des investisseurs d'avoir un actif sans risque de défaut. C'est un élément d'ailleurs qui fait que les banques centrales achètent de l'or. Réserve de valeur, absence de risque de défaut, outils de diversification. Et ce qu'on n'a encore pas cité tout à l'heure, c'est la liquidité de l'or. Il est liquide à l'achat et à la vente. C'est un actif hautement liquide qui fait que son prix s'impose à tout à chacun partout dans le monde. Et ces éléments-là sont des éléments qui intéressent les investisseurs particuliers. Ils se disent, si les banques centrales achètent de l'or, pourquoi moi, chef de famille, je ne vais pas en acheter ? Voilà. Dans ce contexte, allez-y Régis. Oui, et c'est pour ça que l'or papier et l'or physique, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Ils sont très complémentaires l'un à l'autre. Alors, vous parliez de liquidité. Évidemment, la liquidité de l'or papier est... je pense, vous serez d'accord avec moi, est supérieure à celle de l'or physique. Oui, puisqu'on peut la trader en termes réels. Bien évidemment. Je rajoute que l'ETF n'est pas une dette, donc il n'y a pas de risque de défaut en tant que tel. Il faut bien regarder que l'ETF soit adossé à de l'or physique pour cela. Et puis, il y a un risque émetteur quand même. Et puis, légèrement. Il pourrait y avoir un risque émetteur, ceux qui émettent les ETF. On pourrait se poser... Non, parce que l'ETF n'est pas une dette, donc elle n'est pas émise. C'est un fonds, donc le porteur de part détient les actifs sous-jacents. Et je rajoute un élément, parler de la baisse du dollar. Effectivement, et on peut craindre qu'elle se poursuive, il y a des produits couverts du risque de change sur les ETF. Voilà, donc papier, physique, vraiment, les deux sont intéressants. Ah oui, complémentaires. Chacun doit analyser la situation avec des conseillers financiers, par exemple. Oui, tout à fait. Messieurs, sans oublier les actions minières qui ne sont pas vraiment liées à l'or, mais qui sont également des éléments, si vous voulez, de profit. Potentiel. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde parce que vous reviendrez tous les deux. J'aurais bien aimé qu'on évoque les perspectives aussi encore de montée pour la fin d'année, mais malheureusement on n'aura pas le temps. Merci beaucoup François Delassus, vous êtes consultant pour Or en Cash, merci beaucoup. Et merci Régis Yancovici, vous êtes président et fondateur de luxavie.fr. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Pierre Marin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Rockfi. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter Rockfi ? Oui, Rockfi, c'est un nouvel acteur de la gestion de patrimoine qui réunit un réseau de banquiers privés expérimentés. D'accord. Avec une technologie de pointe et un catalogue de produits financiers haut de gamme. Nos clients, c'est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des artistes, qui ont tous un point en commun, c'est une forme de déception de leur banque privée actuelle et la recherche d'un nouveau modèle qui soit plus simple et performant. C'est pour ça qu'on a monté Rockfi, qui aujourd'hui compte une soixantaine de collaborateurs, dont 30 banquiers expérimentés. Vous proposez donc un nouveau modèle. Qu'est-ce que c'est un peu plus en détail, Pierre ? Oui, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'on a 6 millions de foyers français qui sont en banque privée, qui ont entre quelques centaines de milliers d'euros et plusieurs millions, et qui nous disent j'ai peu de contact avec mon banquier, qui est souvent un des portefeuilles surchargés. J'ai un biais sur le conseil, on me pousse des produits qui sont souvent ceux de la banque. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une dette technique dans mon expérience. On pense que le sujet, ce n'est pas les banquiers, c'est les organisations bancaires. D'accord. Et que si on veut redéfinir un nouvel acteur, on doit commencer par redéfinir le modèle en replaçant en centre la relation entre un banquier et son client
et pour ce faire, libérer le temps du banquier grâce à Par à la exemple, tech. qu'un banquier ait moins de clients dans son portefeuille et plus de temps à accorder à ses clients, c'est ça? Oui, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, un banquier compte entre 150 et 300 foyers pour certains en banque. Aujourd'hui, chez Rockfi, il a entre 20 et 50 foyers dont il s'occupe. Un exemple très concret, quand on a connu il y a quelques jours, quelques semaines, un crash boursier, comment peut-on appeler 200 foyers en une semaine? C'est impossible. Quand on en a 20 ou 50, on peut prendre le temps, une semaine, d'appeler chacun et les informer sur la situation. Donc le modèle de Rockfi, est-ce que ça passe uniquement, enfin ce renouveau en fait de la gestion privée, est-ce que ça passe uniquement par le fait qu'un banquier ait moins de clients, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en œuvre On pense qu'on doit appliquer les standards de la FinTech au monde de la gestion de patrimoine et que c'est grand temps de le faire. D'accord. Je vais vous donner un exemple, c'est celui du reporting. Aujourd'hui, si je suis client de banque privée, j'ai 4 assurances vie, un compte titre, un PER, peut-être des lignes de private equity. À un instant T, je ne sais pas combien pèse mon patrimoine. J'ai un reporting qui m'est envoyé 1 ou 2 fois par an, par exemple en mars. Et entre-temps, il y a un président américain qui a changé un peu les marchés boursiers. Donc bref, la première des choses, c'est de commencer par avoir un reporting qui soit clair et à jour. D'accord. C'est ce qu'on a fait avec Rockfi en développant un reporting global pour nos clients. Et Rockfi, c'est uniquement en ligne, ou comment ça se passe par exemple? Rockfi, c'est avant tout un réseau de banquiers privés qui viennent de grandes maisons de gestion privée, qui sont aujourd'hui dans 6 grandes villes en France et qui ont un portefeuille de clients resserré. Et l'approche, c'est celle d'un family office. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un conseil qui est global, financier, mais également patrimonial. On met à disposition des produits financiers sur toutes les classes d'actifs. On a aujourd'hui 3000 produits financiers, avec une indépendance totale du conseil. Et donc une application de reporting pour les clients. Donc si je résume, Rockfi, c'est un family office, mais en version fintech. C'est exactement ça. C'est avant tout un family office. D'accord. Un conseil indépendant et global pour ses clients, mais avec une technologie propriétaire pour libérer le temps des banquiers et permettre une expérience qui soit beaucoup plus simple pour nos clients. Merci beaucoup Pierre Marin, vous êtes CEO et cofondateur de Rockfi, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Smart Patrimoine à retrouver sur Smart for Change en replay sur la TNT. Et évidemment, vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes vos plateformes préférées.